comme on cause. Salut Babette. Salut Farzad. Alors, c'est Babette comment déjà? Babette Mangas. Mangas, à La Réunion depuis 8 mois Quasi, oui, c'est ça. et dans cette éco-ferme depuis 6 mois. Tout à fait. Tu as pris en charge ce lieu? Disons qu'on a Avec- pris en charge son entretien, son gardiennage et là, on va dire, là, oui, on a repris le projet, on va dire un petit peu. D'accord. Parle-moi un peu de toi, d'où tu viens et cette passion que tu as d'être nomade. Alors, disons que moi, je suis déjà née à Marseille, il y a pas mal de temps maintenant. Mais bon, j'y suis pas restée très longtemps, j'ai commencé à bouger très petite déjà. À 4 ans, j'ai suivi mes parents qui sont partis vivre au Tchad. Et c'est là que tout a commencé en fait. C'est vraiment ça qui m'a donné envie de bouger. J'ai eu la chance de vivre ma petite enfance dans un endroit qui était pas celui où je suis née. Et j'ai appris beaucoup, énormément là-bas. Et j'ai été malheureusement contrainte de revenir en urgence suite à au conflit qu'il y avait. Et depuis, j'ai jamais réussi à reposer le pied en fait. J'ai toujours recherché cette tribu que j'avais perdue. À un moment donné de ta vie, tu as rencontré Pierre Rabhi en Ardèche Oui, et tu t'es posé pendant 10 ans. c'est ça. Enfin, poser, c'est vite dit, parce qu'on était aussi nomades en Ardèche, mais À l'intérieur même de l'Ardèche. voilà, c'est ça. On a pas mal bougé en Ardèche méridionale notamment, donc, et plus particulièrement dans les Cévennes. Voilà. Le bonjour aux gens de Cévennes et d'Ardèche. Donc oui, ça a été une super expérience. Beaucoup de rencontres dans l'associatif notamment, les alternatives. C'est là-bas que j'ai vraiment pris en main, on va dire, mon parcours dans le changement, dans ce que j'avais envie de vivre et non plus dans ce qu'on nous imposait en fait. Et ce changement, il est où selon toi? Alors le changement, il est déjà dans son regard sur le monde, je pense, avant tout. Il faut déjà, je pense, changer sa vision de ce qui nous entoure. Et puis pour ça, déjà, il faut savoir qui on est. Donc la première des choses, c'est savoir qui je suis dans ce monde et quelle est ma place. Et dès l'instant où on trouve sa place, on trouve que ce monde, il n'est pas si mal que ça en fait. Comment tu parlais avant le changement et après le changement? Avant le changement, je parlais pas de changement. Avant le changement, je subissais ce qui me semblait que le monde me balançait un peu violemment dans le visage. Et en fait, c'est ma vie de famille et notamment mon deuxième enfant qui m'a fait prendre conscience que on pouvait voir différemment et peut-être même choisir autre chose que ce qu'on nous avait imposé. Parce que le choix est là, mais en fait, des fois, on ne le sait pas, c'est tout, quoi. Il suffit juste de tomber sur l'obstacle qui va faire qu'on n'aura pas envie de baisser les bras, qu'on aura envie de se battre, et qu'il va falloir qu'on trouve une autre porte, quoi. Et voilà. Et en creusant pour trouver l'autre porte, on se rend compte qu'il y a énormément de possibles. Et notamment, non seulement dans le domaine dans lequel on avait commencé à creuser, mais tout ce qui touche à ce domaine-là, et après, ça prend des proportions phénoménales, et ça ne s'arrête plus, et ça fait 15 ans que je fais ça, en fait. Donc de l'Ardèche à l'île de la Réunion. De l'Ardèche à l'île de la Réunion, en fait, on s'est lancé vraiment, j'avais envie de redevenir nomade parce que les déménagements, pour moi, c'était quand même contraignant. J'ai énormément déménagé. Mais j'avais envie de plus avoir besoin de déplacer mes meubles d'un endroit à un autre. J'avais envie d'être sur la route, tout simplement. Et pour ça, ça a été vraiment une première étape de minimalisme, en fait. Il a fallu qu'on se débarrasse de beaucoup de choses. Dans l'idée justement où on avait envie de venir s'installer à La Réunion, donc ça a été plusieurs étapes. Mon compagnon avait déjà vécu un peu en Guadeloupe, un peu en Martinique, un peu en Guyane. Et il avait envie de nous faire découvrir une île, mais autrement, disons avec une autre mentalité, avec plus de collaboration, de communion, de partage. Ça a été un changement. Voilà, ça a été un changement parce que j'ai eu l'impression vraiment de retrouver cette recherche en fait que j'avais depuis des années. J'ai l'impression de le trouver un petit peu ici. Les possibles sont là, quoi. En tout cas, je le sais. Donc tu as voulu aller vers là où il y avait du changement, là où c'est toi qui choisis. Et tu as découvert plein de choses, de nouvelles disciplines. Le milieu de tes aventures t'a amené ici, dans une éco-ferme. Oui, c'est ça.
Et l'éco-ferme t'a amené vers la monnaie libre. Alors non, en fait, la Non. monnaie libre, je suis venue avec. Ouais. C'est-à-dire que avant qu'on quitte l'Ardèche, enfin juste après plutôt qu'on ait quitté l'Ardèche, mon compagnon est parti faire une saison dans le Vaucluse. Et donc comme je fais l'instruction en famille avec notre fille, pendant que papa travaille, il fallait bien qu'on trouve de quoi occuper la famille. Donc du coup on est parti à un festival pendant une semaine dans les Cévennes qui s'appelait Terre de Convergence. Et là, pendant ce festival, on a effectivement découvert un stand monnaie libre. Donc j'avais jamais entendu parler de monnaie libre. Ça faisait déjà plusieurs années que j'ai expérimenté des alternatives économiques, mais je veux dire qui n'avaient pas réussi à satisfaire tous mes besoins. Et là, donc, ça m'a interpellée. Donc j'y ai passé 3 jours d'affilée, parce que là, le festival durait une semaine. Mais là, j'ai passé 3 jours au stand quasiment de la monnaie libre, à poser des questions, assister à une conférence, à poser des questions, à parler avec les gens. Enfin voilà. Alors, qu'est-ce Je que t'en as voulais retiré? absolument comprendre. C'était quoi la monnaie libre? Qu'est-ce que tu en as compris après? Alors, moi, ce que j'ai compris de la monnaie libre, c'est que déjà, c'est une crypto-monnaie. Donc ça veut dire que c'est accessible partout dans le monde. Que c'est pas indexé sur l'euro, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'acheter la monnaie, à la différence de, par exemple, des monnaies locales complémentaires. On est obligé d'aller acheter. Donc déjà, ça m'a intéressé parce que moi, n'ayant pas beaucoup de moyens, je ne me sentais pas encore une fois d'aller dépenser ce que j'avais pas pour essayer autre chose. Là, la seule chose qu'on me demandait, c'était de m'investir en proposant ou un service ou un objet, de façon à pouvoir avoir mes premières junes, parce qu'en fait la monnaie libre, en fait, ça s'appelle la june, et de façon à pouvoir proposer ensuite à d'autres mes services et pouvoir à mon tour aller acheter des produits ou des services ailleurs. Donc j'ai trouvé ça très sympathique. Au-delà de l'échange, ce que j'ai trouvé aussi super, c'est qu'en fait la création monétaire est basée sur l'être humain, et ça vraiment, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et aussi le fait que ça a été créé en fait par un mathématicien, donc c'est vraiment quelque chose de très carré, hein, c'est très cartésien en fait comme système, mais avec une idéologie que je trouve absolument magnifique, qui est l'envie que l'économie soit équitable dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire qu'elle puisse être équitable peu importe le lieu où on se trouve, et peu importe quand on va venir au monde. C'est-à-dire que même la prochaine génération ne sera pas endettée par rapport à la précédente. Voilà, C'est une autre conception de la monnaie voilà. et de nos dépenses Et de nos dépenses. et de parce la que, façon dont on donne la valeur aux choses. Alors tu m'as expliqué ça, Oui, j'étais assez stupéfait. On peut décider entre nous de quelle valeur a tel objet ou tel service. tout à fait. En fait, c'est ça. C'est qu'on n'a plus la même notion qu'avant. Plus rien n'est imposé. Maintenant, c'est un vrai choix individuel. En tout cas, c'est un accord entre deux individus. On propose un tarif. L'autre, s'il est intéressé et qu'il a suffisamment de monnaie libre, voilà, tout simplement, il accepte la transaction. Mais il est toujours possible de discuter. Le fondateur s'appelle Monsieur Laborde. Celui qui a écrit la théorie relative de la monnaie, et qui est donc à la base de la monnaie libre, effectivement, s'appelle Stéphane Laborde. Et c'est un grand mathématicien. Stéphane Laborde. On lui envoie le bonjour. Alors, maintenant, mettons-nous dans la peau de quelqu'un qui est avant le changement. Mhm. Mais elle a des signes précurseurs que ça va bientôt changer. Oui. D'abord pour elle. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Toi qui l'as vécu tout ça. Tu as vécu tout ça, le fait d'abandonner tes biens, d'abandonner certains boulots. En fait, moi, je pense que je lui conseillerais de croire en elle déjà. Et de se dire que les possibles sont en elle avant tout. Et qu'après, il ne reste plus qu'à regarder autour de soi pour trouver ce qui colle avec, tout simplement. Et en croyant en soi et en croyant dans les possibles, les choses marchent. Il faut arrêter de focaliser dans ce qu'on ne veut plus, il faut vraiment mettre son énergie dans ce qu'on veut. Et c'est vraiment, tout est basé là-dessus pour moi. Est-ce qu'il faut être intransigeant? Parce que quand je t'ai eu au téléphone, tu m'as dit l'euro, j'en veux plus, plus jamais, je veux passer à la june, parce que c'est plus dans mes valeurs. J'ai senti que tu étais vraiment assez strict avec ça. J'avoue que j'ai ce côté strict, mais je le suis plus avec moi-même que ce que je le suis avec les autres. Et c'est parce qu'en fait, ça fait 15 ans que je suis là-dedans déjà. Donc j'ai déjà passé pas mal d'étapes. J'ai vécu suffisamment d'extrêmes dans ma vie, dans le négatif,
pour aujourd'hui avoir envie d'être dans l'extrême, mais plutôt dans le positif. Alors oui, peut-être je suis intransigeante avec ma façon de m'investir dans les actions qui me paraissent nécessaires pour moi-même et puis pour ceux que j'aime et pour les autres, ceux avec qui j'ai envie de partager. Après, chacun son chemin, chacun son étape. Je veux dire, je demande à personne de l'être comme je suis moi. Hein. Tu es exigeante avec toi-même, tolérante avec les autres. J'essaye. Ça ne veut pas dire que je gagne à tous les coups. Je suis un être humain, je ne suis pas encore accomplie, j'en suis loin, mais je suis dans cette démarche et j'ai envie de continuer à être bienveillante, même s'il y a des fois, je peux être aussi agacée par je veux dire, un manque d'envie de certaines personnes. Mais après, bon, voilà, je me dis, c'est chacun ses étapes, chacun son chemin, chacun son degré. Et voilà, et après je relativise. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est difficile quand on voit comment le monde est dur autour de nous pour certains. J'aimerais bien que ça aille plus vite. Et... Justement là-dessus, quelqu'un a écouté son cœur, a écouté ton conseil et a commencé le changement. Mais il y a des moments très durs dans le changement. Quels sont ces moments-là que toi tu as repérés et comment y faire face ? Alors, déjà quand on vit dans le changement, qu'on essaye d'intégrer le changement dans son quotidien, ça n'implique pas que soi. En général, on n'est pas seul, on a une famille, on côtoie des gens. Donc on est forcément dépendant aussi de l'énergie et des envies et des contraintes de notre environnement et des gens qui nous entourent. Donc il faut aussi se dire que on ne peut pas tout contrôler. On peut juste essayer de faire de notre mieux. Et quand on a des baisses de morale et quand on a des baisses d'énergie, forcément c'est normal que des fois les obstacles réapparaissent. Voilà. Mais en même temps, il faut dire que les obstacles sont là aussi pour nous faire grandir. Donc il y a toujours deux regards. Il y a le regard de c'est dur, j'ai du mal à y arriver, mais en même temps, je vais y arriver quand même. J'ai envie d'y arriver, je vais faire le nécessaire pour y arriver et je vais trouver le moyen d'accéder à ce que je veux. Quelles sont les joies, les résultats que l'on célèbre quand on est sur ce chemin de changement ? On a toujours l'occasion de célébrer, toujours, toujours. La dernière occasion que j'ai eue de célébrer, ça a été il y a 15 jours. On a eu l'occasion, il y a un mois et demi à peu près, de faire une semaine de camp chantier éco-village sur l'île. Et on a rencontré un tas de gens absolument super. Et on a gardé contact, on a passé beaucoup de temps ensemble, on s'est revus régulièrement depuis. Du coup, j'ai proposé d'organiser ici sur l'écoferme un camp chantier sur 3 jours. Il y a une petite équipe de ces personnes avec qui on a bien sympathisé, qui sont venues ici nous filer un coup de main. Et ça a été 3 jours absolument super, c'est-à-dire que autant on a donné de l'énergie pour aider le lieu avec l'envie que ça avance, et de l'autre côté on a célébré, on a fait la fête, on a chanté. Des relations positives, nourrissantes ? Oui. Quelles sont les relations avant et après le changement ? Quelle différence vois-tu ? Encore une fois, avant, on subit plus que ce qu'on célèbre. On a plus, tendance à se laisser malmener ou rabaisser ou amoindrir, voilà. Et quand on commence à prendre conscience de qui on est, on ne se laisse plus atteindre aussi facilement, même si on a encore des failles. Hein. Comme j'ai dit, on n'est pas des aboutis, même après 15 ans d'expérience. Mais les relations, du coup, elles sont plus fraternelles, elles sont plus solidaires, parce qu'on est plus à l'écoute et on subit moins l'autre. Voilà. Avant, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très empathique, mais avant, je prenais ça pour pas un ensorcellement, mais je veux dire vraiment comme si c'était un mauvais sort qu'on m'avait jeté, vraiment, parce que j'avais l'impression de souffrir tout le temps de ma relation avec les autres, en fait. Et j'ai appris à me protéger de ça, grâce notamment aux réseaux sociaux, qui m'ont permis de continuer à être en relation avec les gens, mais pas à subir physiquement les personnes, les énergies. Et depuis, j'avoue que j'ai appris à ne plus me laisser atteindre par ce que j'appelle les vampires énergétiques, les personnes qui ont tendance à beaucoup prendre, mais qui ne nous laissent pas grand-chose à la fin pour survivre et pour respirer. Voilà, donc du coup, ceux-là, je les vois de moins en moins. Ils sont de moins en moins dans ma vie. Donc c'est plus du plus que du moins. C'est
ça qu'il y a de bon après le changement. Voilà. Alors, tu as parlé aussi du niveau de connaissance, c'est-à-dire la façon dont tu as eu d'apprendre des choses. Et il me semble que tu as accédé à une connaissance qui était beaucoup plus vaste, puisque le champ des possibles s'élargissait. Euh, mais dans cette connaissance, qu'est-ce qu'il y avait de, euh, de contraignant avant le changement et ce qu'il y avait d'enthousiasmant après? Alors avant le changement, ce qu'il y avait de contraignant dans ce que j'apprenais, c'est que on me l'imposait, c'est ce que j'avais à apprendre quelque part. Je le faisais par rapport à un besoin de trouver du travail ou par rapport à un besoin à l'école, de coller avec les normes, Mm. d'essayer de ne pas paraître bête auprès des autres. Enfin, c'était toujours cette image un peu de donner, qu'on avait besoin de donner à la société. Mm. Ensuite, quand j'ai justement mon deuxième enfant qui a commencé à me questionner sur mon rôle éducatif, sur la place de chacun dans le monde, du refus peut-être de l'autorité extérieure. Enfin, il y avait pas mal de choses qui faisaient qu'il a fallu que je trouve une autre manière de communiquer et du coup d'apprendre aussi. Il a fallu que je m'ouvre à d'autres manières de voir la vie, c'est-à-dire à des gens qui ne sont pas forcément dociles et qui n'ont pas envie qu'on leur impose d'apprendre des choses. Donc il a fallu que je trouve d'autres moyens d'instruire, on va dire, mon enfant. Et du coup, ça m'a permis de m'instruire autrement moi aussi. C'est lequel là? Non, c'est mon deuxième en fait. Et du coup, voilà, c'est en apprenant à apprendre avec mon deuxième que j'ai découvert que j'avais des compétences que j'imaginais pas. J'avais été énormément rabaissée. J'avais eu beaucoup, de mauvaises, Des relations jugeantes. Voilà, c'est ça, qui te qui donnait pas envie de se surpasser, qui au contraire mettait un poids sur les épaules et du coup on se traîne au lieu d'avoir l'élan de dire je vais surpasser tout ça, c'est difficile, on se traîne un fardeau. Et en fait j'ai découvert qu'en fait non, c'était tout ça, je pouvais le surpasser justement et j'ai du coup décidé de reprendre des études, donc j'ai fait une formation pour devenir conducteur de travaux, donc j'ai repris énormément confiance en moi, le fait de travailler avec des hommes, sur des chantiers, d'être obligé de prendre en charge des gros chantiers très difficiles. Et j'étais très fière de pouvoir les tenir. Et du coup, ça m'a donné envie de continuer à apprendre encore et encore. Et j'avais plus envie d'arrêter. Et depuis, je n'arrête plus. Et je pense que jusqu'à la fin, j'aurai envie encore de découvrir et d'apprendre et de transmettre. Du coup, parce que c'est aussi ça l'étape suivante. C'est qu'une fois qu'on sait certaines choses, on a envie de le transmettre et d'apprendre à d'autres aussi ce qu'on a découvert. Donc une connaissance subie avant, une connaissance obligée par l'image qu'on doit montrer en société. Et puis ensuite, après le changement, après ce déclic que tu as donné à ton enfant, on va y revenir, c'était une connaissance plus ouverte sur le monde, en plus grande quantité aussi, sur ce que tu aimes et avec de l'ambition, entouré de gens qui te donnent envie de te dépasser. C'est ça, exactement. Quel est raconte-nous le jour où tu t'es rendu compte que ton enfant était un facteur de changement pour toi. Et si ceux qui nous entendent et qui ont des enfants, à quoi faire attention, quels seraient les signaux à ne pas rater, parce que leur enfant pourrait être ce facteur-là. En fait, pour parler de mon deuxième enfant, je vais parler de mon premier enfant, qui a été vraiment d'une facilité déconcertante, c'est-à-dire que tout était tellement facile que je me disais, mais si c'est ça d'être mère, mais j'en veux 12. Et je me dis, mais voilà, elle était tellement facile à vivre, je n'avais pas besoin de répéter 2 fois la même chose. Elle était habillée en princesse le matin, elle était identique le soir. Elle était sage, posée dans un coin, elle lisait, jouait à un jeu. Enfin, vraiment, j'ai eu besoin de vraiment jamais crier, jamais m'énerver. Ça a été vraiment très facile. Et mon deuxième enfant, ça a été tout l'inverse. C'est-à-dire qu'autant ça a été facile avec la première, autant avec le deuxième, ça a été très, très, très compliqué. On a eu beaucoup de mal à comprendre, à communiquer. C'était beaucoup dans dans l'opposition, beaucoup dans les excès, la provocation.
Bon, voilà, c'était très difficile. La mise en danger même, des fois. Enfin, dans notre regard à nous, en tout cas. Et voilà, donc il y a eu beaucoup de quêtes de mon côté, parce que mon enfant avait beaucoup de mal à s'adapter au niveau relationnel avec les autres enfants. Il avait plus de facilité à parler avec certains adultes référents, notamment les personnes de la cantine, les personnes qui s'occupent de faire le ménage. Enfin, voilà. Il y avait une bonne relation avec ces personnes-là, qui étaient donc au niveau de l'école ou du centre aéré. Mais avec les autres enfants, c'était toujours très compliqué. Une défiance face à l'autorité. Une défense face à l'autorité et aussi un regard difficile à comprendre sur le monde. Et voilà, moi il a fallu que je trouve un moyen notamment de le protéger de la méchanceté, de le protéger de lui-même et aussi d'avoir envie de comprendre et de communiquer avec lui. Donc du coup, j'ai fait des recherches, énormément de recherches, parce qu'on lui a mis beaucoup d'étiquettes. Forcément, il y a eu des suivis qui se sont faits. Pendant 7 ans, il y a eu énormément de tentatives d'explication de la part des différents intervenants, éducateurs, psy et autres. Et en fait, à chaque fois, je me disais, mais non, ça c'est pas mon enfant. Bah non, ma vraie, mais bon, ça colle pas, enfin, c'est pas ça, quoi. Et voilà, et pendant des années, j'ai continué à chercher, donc dans tous les domaines, jusqu'à ce que je découvre l'instruction en famille. Donc il était déjà au collège, à ce moment-là. Et donc là, j'ai décidé d'arrêter tout suivi et de plutôt le récupérer avec moi et de dire, allez, on va travailler ensemble et on va voir comment ça se passe entre nous, quoi. Et là, ça a été radical. En une année, il a totalement changé sa manière d'avoir envie d'apprendre parce que j'étais énormément à l'écoute de son besoin. Il était très porté par tout ce qui était artistique. Le dessin, l'écriture, la musique, voilà. Très solitaire. Donc il avait besoin beaucoup d'être avec lui-même. Voilà. Et ça nous a fait beaucoup de bien d'être ensemble. Même s'il y a eu des hauts et des bas forcément, hein, mais ça a été, on s'est retrouvés, on va dire un peu. La connaissance de l'autre t'a amené à la connaissance de toi. Voilà, c'est ça. Et tu as vu que c'était un changement parce que t'en pouvais plus. C'était un moment charnière. Ça ne marchait plus, ça ne fonctionnait plus. Il y avait de la douleur, il y avait de la souffrance des deux côtés. Et là, tu savais qu'il y avait un changement à opérer. Voilà. Voilà. C'était urgent de trouver une solution qui allait nous convenir à... Comment il s'appelle? Logan. Logan, il est où? Il est à Nîmes. D'accord. Bon, bonjour Logan. Donc voilà, donc ça m'a beaucoup aidé à prendre en compte des choses que j'avais pas en moi en fait, hein, qui faisaient pas partie de moi, mais qui étaient primordiales pour moi. Voilà. Et donc il a fallu encore pas mal d'années ensuite pour qu'on réussisse à être comme on l'est aujourd'hui, c'est-à-dire avec une très bonne complicité, une confiance totale et voilà. Et on n'a plus peur ni l'un ni l'autre et on sait qu'on peut y arriver. Voilà. Est-ce que tu penses, Babette, que ce serait la même chose entre les salariés et les chefs d'entreprise, entre les professeurs et les étudiants, entre le changement que certains veulent opérer dans leur vie, d'être davantage dans la nature, ou d'autres d'avoir une éducation plus consciente? Doucement, doucement. Ouh là là, plus loin. Filez de là. Filez de là. Allez. Il joue. Allez. Magnifique. Magique. Donc c'est la même musique en fait. C'est la même musique, on dirait, même avec ses chiens d'ailleurs. On se rend compte, lui, il mord sa mère. Ah, c'est comme il ça se chamaille l'un en l'autre. même temps. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer une éducation humaine et une éducation canine. Parce que c'est heureusement que nous, on ne mord pas nos enfants. Et où tu vas? Tu vas aller l'embêter encore, ta maman? Laisse-la un peu tranquille. Et qu'est-ce que tu aurais à dire à tous ceux qui sont dans ces changements-là, on va dire, que ce soit dans l'entreprise, dans l'association, dans la société? Là, tu viens quand même de nous donner quelques indices. Ne pas fuir, faire face, voir d'autres possibles, tester d'autres portes, tenir bon même si c'est pas facile.
Après, ne pas fuir, je ne le mettrai pas dans l'absolu quand même. Alors, vas-y. Parce que je pense qu'il y a des fois où il vaut mieux fuir que d'affronter des choses qui peuvent nous nuire au point de perdre la vie des fois. Oui, comme la violence. Comme la violence ou comme un manque total d'humanité en face de nous, quoi. Je veux Une dire. humiliation constante. Voilà, ça on peut pas. Une fois de plus, ça reste dans l'idée de devoir subir. Parfois, dans les écoles, c'est ça. Dans les écoles, dans les familles, dans les pays, peu importe dans quelles conditions, même dans les entreprises. Parfois, c'est tellement dur qu'il faut partir. Il vaut mieux partir, il vaut mieux changer de cap. Parce qu'affronter toujours, c'est pas forcément une bonne solution non plus. Il y a des fois, on va avoir un obstacle en face de nous, c'est pas la peine de s'entêter à vouloir le franchir. Si ça se fait en tournant la tête, on a un accès qui sera plus adapté, on va dire, à notre niveau de cheminement. Et peut-être qu'on reviendra à cet obstacle ultérieurement si besoin ou pas. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs possibles. C'est ça qu'il faut se dire justement. Et on a le choix. Et on a le choix. Donc pour la June, pour la monnaie libre, pareil. Pareil, c'est-à-dire Tout que... est possible et chacun a le choix. C'est ça. Le fait qu'elle s'appelle monnaie libre, justement, c'est pour se dire qu'elle n'est pas imposée. On ne l'imposera jamais à personne. Le but, c'est qu'elle devienne un outil complémentaire déjà pour commencer. Alors pour ceux qui veulent commencer, moi je veux commencer par exemple. Par où je démarre? Alors déjà, c'est très simple. Il suffit déjà de taper monnaie libre sur Internet. Et déjà, vous allez avoir une bonne dose d'informations sur le sujet. Ensuite, selon où vous êtes, alors là, par exemple, on est à la Réunion, donc je veux dire, vous tapez par exemple Monnaie Libre 974 sur Facebook. Vous allez tomber sur un groupe local qu'on gère, voilà, où on peut trouver des événements locaux, où on peut trouver des petits tutos adaptés particulièrement voilà, à notre situation ici à La Réunion. Mais vous pouvez trouver aussi, peu importe où vous vous trouvez sur la planète, des informations sur la monnaie libre parce qu'elle est partout, quoi. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, on peut sur certaines plateformes proposer nos services ou nos produits. Tout à fait. En échange de monnaie libre. Exactement. Alors comme on n'a pas de monnaie libre... Comment s'appelle cette plateforme? Alors la plateforme s'appelle J'échange. J'échange. Donc GCHANGE.fr. Et voilà, ça permet effectivement de pouvoir poser nos offres et nos demandes et de commencer à pouvoir avoir nos premières junes, parce que la monnaie libre s'appelle la june, pour commencer effectivement à notre tour à acheter des biens et des services. Très bien. Merci beaucoup Babette. Et à celles qui veulent nous rejoindre, j'ai proposé aussi des services en june. Et pour ceux qui veulent démarrer et qui suivent la chaîne, je vous invite à partager vos expériences en commentaire. Merci Babette. Je rajouterais juste peut-être une chose, pour ceux qui n'ont pas Facebook, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas Facebook, on peut envoyer un mail à monnaie-libre974@gmail.com pour faire une demande d'information. Voilà, tout simplement. À bientôt.